Bien. Parce que la première sagesse, c'est celle de l'écoute. Hein, donc, si vous n'entendez pas, on est mal barré. Bon. Donc, on peut commencer? Tout le monde est là? Bon. Tous les bodhisattvas sont là, les arhats, les auditeurs. Il manque que le Bouddha. Bon. Ok, voilà, il arrive. Ok, donc on commence à établir une bonne motivation pour faire cette révision. Une motivation qui n'accepte rien de moins que l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc c'est notre motivation sublime qu'on essaye de générer, à laquelle on essaie de se connecter. Bien. Alors, c'était assez intense, hein, pour une rentrée. C'était pas... Donc, il y a eu beaucoup de choses, hein, qui vont nous permettre de revoir des choses intéressantes, des choses fondamentales même, peut-être, puisque Geshe-la a touché des points qui méritent d'être revus et clarifiés. Donc, je recommence, je prends à zéro pratiquement. On va partir des bases, hein, et puis on va raccorder tout ça. On a du temps, donc profitons-en. Ça permettra de peut-être certaines personnes qui n'ont pas tout assimilé de mieux comprendre certaines choses. Pour d'autres, ce sera peut-être de la répétition, mais on verra bien. Donc, on étudie le calme mental. En sanskrit, on appelle ça shamatha. En tibétain, on appelle ça shine. C'est ce qu'on traduit habituellement par calme mental, qui n'est pas la traduction mot à mot, on va dire, puisque dans les mots tibétains, il n'y a pas calme et il n'y a pas mental. Donc, en fait, si on traduisait littéralement, shi veut dire apaiser. Hein, ça veut dire qu'on a apaisé quelque chose. Hein, c'est apaisé. Qu'est-ce qu'on a apaisé? Donc, shi, ça veut dire paix aussi, surtout. Voilà, paix, la paix mentale. Hein, c'est-à-dire qu'on va demeurer. Littéralement, shine, ça veut dire demeurer dans la paix. Hein, demeurer dans la paix, si on veut le traduire littéralement. Shi veut dire paix. Et ne veut dire demeurer. Donc, shi veut dire aussi apaiser. Donc, on a apaisé quoi? On a apaisé la distraction, surtout. Et distraction pour les objets extérieurs, en priorité. Et si bien que l'esprit peut demeurer, ne, hein, concentré en un point, dans une absorption. Alors, on va rencontrer deux mots pour concentration et absorption, qui ne sont pas exactement les mêmes en tibétain. Donc, je vous les donne, parce que c'est important. Là, les mots sur shine sont très importants, le vocabulaire. Il est très précis, il est très technique. Et c'est bien que vous vous familiarisez avec ces termes, parce que les traductions diffèrent suivant les traducteurs. Autant de traducteurs, autant de traductions. Comme on disait au Tibet, autant de vallées, autant de dharma. Mais bon, non. Donc, presque, en tout cas. Donc, le mot pour absorption, c'est samten. Vous l'avez sûrement, il y a des gens qui s'appellent comme ça. C'est souvent un nom qui est utilisé pour des personnes. On les appelle samten. Samten, on va le traduire par absorption méditative. Et l'autre mot qui est important, c'est qu'on traduit par concentration ou samadhi. En sanskrit, ça, vous êtes plus familier avec cette expression. Samadhi, c'est tingye-dzin. Ting, comme quand ça fait ting. Nye, c'est ng et accent aigu, si vous voulez. Et dzin. Tingye-dzin veut dire, on le traduit par, donc par concentration. Hein. Donc voilà, deux termes très proches. Hein. Alors, samten, en sanskrit, dhyana. Vous avez sans doute entendu ce mot aussi, dhyana. C'est la traduction de samten, c'est la traduction de dhyana qu'on va traduire par absorption, et tingye-dzin, c'est la traduction tibétaine de samadhi qu'on va traduire par concentration. Bon, à peu près. Donc voilà ces deux mots. Donc l'esprit demeure, né dans la paix, shi, concentré en un point,
dans cette absorption méditative. Hein. Voilà, quelle qu'elle soit, cette absorption méditative. Donc le calme mental, on va l'appeler comme ça, puisqu'on a gardé ce terme, c'est un niveau. Qu'est-ce que c'est le calme mental? C'est un niveau de concentration. Un niveau de concentration, donc là, cette concentration, c'est la Tingedzin qu'on utilise, où on a éliminé, où on a surmonté deux défauts. Alors, l'un qui est lié à la torpeur, à la mollesse, au relâchement. Tout ça, ce sont des termes qui veulent plus ou moins dire la même chose sur les traducteurs qui utilisent différents mots. Ouais, on trouve cette traduction du même terme tibétain qui est Qinghua. Qinghua. Hein? Qinghua, si vous entendez Qinghua, on parle de cette mollesse, de ce relâchement ou de cette torpeur. Hein? Et l'autre écueil, c'est la dispersion. La dispersion qui est en tibétain, Gepa. Je n'ai pas les termes sanscrits. Là. Donc Gepa, c'est la dispersion mentale. Donc là, vous allez retrouver des mots comme dispersion, vous allez trouver agitation, vous allez trouver excitation. Il y a deux registres différents. Hein. Un qui est relié à la mollesse et un qui est relié à l'agitation. Donc, on entend souvent en tibétain l'expression jing. Quand les Tibétains ils assimilent souvent les deux termes comme ça. Jing, ça veut dire les deux écueils, les deux obstacles. L'obstacle de la dispersion et l'obstacle de la mollesse. Donc, le calme mental, c'est un niveau de conscience, un niveau de concentration, pardon, où on a surmonté deux écueils qui sont donc la mollesse et la dispersion. Et alors, ce méditant, dès qu'il a surmonté ces deux écueils, il obtient ce qu'on appelle une maniabilité ou une souplesse, ce que Valérie traduit par souplesse ou parfois par maniabilité. Alors, le mot tibétain, c'est Xinjiang, très, très, très utilisé. On entend souvent ce mot, Xinjiang. Xinjiang, donc, veut dire maniabilité, souplesse. Ouais. Souplesse physique et mentale, surtout. Hein, c'est ça, la souplesse du corps et la souplesse de l'esprit. Donc, ça, chiner, donc, quand on a ce niveau de concentration, on réalise cette maniabilité physique et mentale. Si bien que grâce à ça, grâce à ce Xinjiang, là, on peut se concentrer sur n'importe quel objet de son choix. Hein, sur tout objet de son choix, aussi longtemps qu'on le désire. Parce qu'on a cette maniabilité. Le corps et l'esprit sont très, très souples. On en fait ce qu'on veut. Donc, si on veut rester concentré sur tel objet, il n'y a pas de problème. Donc, aussi longtemps qu'on le désire. Alors, donc, là, il va y avoir une différence. Si on n'est pas libéré du monde, du cycle des existences, cet esprit-là, qui est concentré, il va appartenir au monde de la forme ou du sans-forme. Mais il sera encore dans le samsara. D'accord ? Hein ? Ces niveaux de concentration sont des niveaux de concentration du monde de la forme et du monde du sans-forme, qui font partie des trois mondes du samsara, hein, désir, forme, sans-forme. Donc, si on n'est pas libéré du samsara, eh ben voilà, ce chiner nous maintient dans le samsara, en fait. Il nous maintient dans une des concentrations du monde de la forme et du sans-forme. D'où l'importance de vraiment mettre cette motivation, comme un Siste Geshe-la, pour que ça nous mène à l'éveil et surtout à la libération du samsara, et si possible à l'éveil. Donc ce chiner, quand on parle de chiner, en fait, c'est l'aboutissement, le calme mental, chiner, c'est l'aboutissement d'une progression qui se fait par 9 stades mentaux. Ça, vous allez l'entendre, c'est ce qu'on dit souvent. Les stades mentaux, en tibétain, c'est sem, ne. Hein. Ne veut dire demeurer, sem, c'est l'esprit. Hein. Donc, c'est des stades, ou c'est un stade aussi. Ne, c'est aussi un stade. C'est des stades mentaux. Et on parle de sem-ne-gu, c'est-à-dire les 9 stades mentaux. Gu, ça veut dire 9. Les 9 stades mentaux. Donc, on a chiné, c'est l'aboutissement de ces 9 stades mentaux. C'est pas avant. Hein. On ne peut pas parler de chiner tant qu'on n'est pas arrivé au 9e stade. Okay. Donc, ces 9 stades mentaux vont
qu'est-ce qui va se passer pendant ces 9 stades mentaux? On va en parler après. On va de plus en plus concentrer l'esprit. L'esprit va de plus en plus se focaliser sur son objet. Et voilà. Et avec quoi il va se focaliser? Il va se focaliser en prenant les fameux 4 objets dont on a parlé ce matin et qu'on a commencé à voir hier. Donc, ces 4 objets de méditation du calme mental qu'on a. Donc, ces 4 objets, c'est les objets universels, pour reprendre, les objets pour la purification de la conduite, les objets des sages, ou les objets de compétence, qu'est-ce qu'on a dit? Les objets de compréhension, voilà, dernière traduction. C'est les objets d'expertise, si on voulait vraiment rester proche du tibétain, Kepe Mikpa. Les objets d'expertise. Parce qu'elle a mis de compétence, c'est tout à fait juste, compétence. Bon, mais c'est un terme. C'est les objets des sages, c'est-à-dire des experts, en fait. Mais bon, je ne sais pas, c'est un peu... On ne sait pas trop comment le traduire, ça. Et le dernier, c'est les objets pour la purification des perturbations mentales. Les objets qui purifient les perturbations mentales. Donc, on va revoir ces 4 objets pour Donc, la première catégorie, c'est-à-dire les objets Kyape Mikpa, c'est-à-dire le mot à mot, ça voudrait dire les objets étendus, qui imprègnent tout. C'est pour ça qu'on dit universel, en fait. C'est les objets étendus. Donc, c'est une catégorie, en fait, qui recouvre tous les phénomènes. Tous les phénomènes vont être recouverts. Cap, ça veut dire recouvrir. Cap, voilà, recouvrir. Et donc, là, il y en a 4. Il y en a 4 types d'objets. C'était là où on s'était un petit peu perdu hier. Donc, les 4 objets sont les suivants. Ce sont les images mentales, on va dire, les objets ou les images mentales qui sont soumis à une analyse. Comment elle a appelé ça Bon, on verra plus tard. Elle a parlé... Attends, je n'ai plus ces termes exacts. Je vais les retrouver. Attendez. Objet universel, oui. Donc, elle a parlé du placement avec analyse et placement sans analyse. Donc, ça, c'est les 2 premiers. Placement avec analyse et placement sans analyse. Alors, ouais. Ils sont capables, le dit là, dans son... Ouais, quand on ne trouve pas les choses dans le lamrim intermédiaire, il faut aller dans le grand lamrim, où Tsongkhapa explique plus en détail, en fait, ces choses-là. Donc, c'est ce que j'ai fait hier, tout ça. Je ne le sors pas de mon chapeau. Je suis allé voir Tsongkhapa dans le lamrim Chenmo. Et donc, il y a... lui, il appelle ça, donc... Les 4 types, les images discursives, les images non discursives, les limites des choses et la pleine réalisation du propos. C'est ça, les 4 objets. Dans le Lamrim Chenmo? Non, là, il n'est pas c'est pas là-dedans. Non, le Lamrim Chenmo, c'est en 3 volumes en anglais. Non, ça, c'est pas le Lamrim Chenmo. C'est un commentaire d'un geshe australien qui l'a fait. Donc, les images discursives, les images non discursives, les limites des choses et la pleine réalisation du propos. Donc, là où on s'était un petit peu perdu hier, où ça n'a pas été trop précisé peut-être par Geshe-la, mais il l'a dit quand même, c'est que les 2 premiers types d'images, discursives et non discursives, sont posés par rapport au sujet qui observe. C'est le placement de l'esprit. On est par rapport au sujet. Tandis que les 2 autres, sont par rapport à l'objet. Donc là, on est par rapport à l'observateur, si vous voulez. Celui qui observe l'objet d'observation. Donc cette catégorie, voilà. Donc ça s'appelle ainsi parce que ça recouvre tous les objets. Donc ces objets ou ces images mentales sont premièrement soumis à une analyse.
hein, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est les objets ou images mentales non soumis à une analyse. Et voilà, la limite des choses et l'autre, la pleine réalisation des propos. Des exemples. Donc oui, bien sûr, on peut trouver un exemple. Un placement avec analyse, hein, c'est quand on place son esprit sur l'objet en examinant différents aspects de l'objet. Par exemple, son impermanence. Tu prends un objet et tu examines de façon analytique son impermanence. Tandis que l'autre, sans analyse ou sans image discursive, c'est-à-dire qu'on se focalise directement sur l'objet. Hein. On se focalise directement sur l'objet. Et qu'est-ce qu'on observe alors? On observe une image, hein, ou une représentation de l'objet. C'est ce qu'on appelle aussi un placement sans pensée, parce qu'on n'analyse pas. On l'applique, ça s'applique à tous les objets du calme mental. Hein, cette façon de faire, de poser l'esprit directement sur l'objet sans l'analyser. Même si auparavant, comme l'a expliqué Geshe-la, on pouvait analyser un objet jusqu'à un certain point. On analyse son impermanence, ceci, cela. Et puis après, quand on a une certitude, eh bien, on reste focalisé sur cet objet-là. Voilà. Donc ça, c'est examiner différents aspects de l'objet, l'examiner sous différents angles. Alors, Tsongkhapa rentre vraiment dans des détails, là, après. Je ne sais pas si je rentre aussi dedans, mais c'est intéressant parce que sur quoi est-ce qu'on se concentre, en fait En fait, on ne se concentre pas sur l'objet lui-même, on se concentre sur l'image que l'on a de l'objet. Okay. Et là, voilà, c'est... donc, l'image, hein, sur laquelle on se concentre, ce n'est pas l'objet lui-même en question. C'est-à-dire, si je me concentre, par exemple, sur une statue du Bouddha, je ne vais pas me concentrer sur la statue du Bouddha, je vais me concentrer sur l'image de la statue du Bouddha, mais pas sur la statue du Bouddha elle-même. Et ça, c'est pareil pour tous les objets. C'est une représentation mentale. C'est ça qu'on appelle par image mentale ou par représentation mentale. Ça, ce terme aussi, vous allez l'entendre. Hein. Quand on parle d'image mentale ou image générique, on dit aussi. Image générique ou image mentale. En fait, c'est l'aspect de l'objet qui vous apparaît à l'esprit. Hein. C'est là-dessus qu'on se concentre. Hein. Un reflet ou une apparence de l'objet, de l'aspect de l'objet. Donc cette image-là, quand on fait une analyse, cette image, elle est discursive. Hein, on analyse, c'est pour ça, au début on analyse, il est comme ci, il est comme ça, cet objet est comme ci, comme ça, il est impermanent, plein de choses. Donc tout ça, c'est du discours mental. Hein. Donc pourquoi? Parce qu'il y a la pensée qui est là, hein, qui est présente. Il y a une analyse par l'intermédiaire de la pensée, ce que Valérie a appelé justement le namtok, quand on a parlé des namtok. Hein. Namtok a deux sens en Tibet. Ça a un sens de conceptuel, mais là, ça voulait dire plutôt par la pensée. Mais c'est aussi conceptuel, de toute façon. Mais les deux sont conceptuels. Hein. Donc, quand vous avez stabilisé après votre esprit et qu'il n'y a plus d'analyse, et pendant que vous observez l'objet, à ce moment-là, l'image, elle est non discursive. Hein. Vous êtes dans une représentation non discursive de l'objet parce que vous ne l'analysez plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la pensée analytique qui examine l'objet. Vous restez simplement sur l'objet. Donc, en fait, là, on va prendre tous les objets, en fait, hein, du calme mental. Tous les 5, les 3 autres, en fait. Les objets qui purifient la conduite, là, les 5 objets de compétence, et les 2 objets qui purifient les perturbations. Voilà, vont rentrer dans ces catégories-là. Dans ces 2 catégories, en groupe. Hein. Comment? Parce qu'il y en a 5. Il y a les 5 objets qui purifient la conduite, il y a les 5 objets de compétence, et il y a les 2 objets qui purifient les perturbations. Ouais. C'est bien vu. Il y a 4 types d'objets. Hein. Il y a les... on va reprendre le plan. Hein.
c'est ce qu'on a appelé les objets proprement dits, hein, dans le plan. Donc les objets proprement dits sont au nombre de 4. Les objets universels, les objets qui purifient la conduite, les objets de compétence ou de compréhension, 3, et 4, les objets qui purifient les perturbations. Okay. Donc, ensuite, les objets universels sont au nombre de 4. Okay, je viens de les dire. Hein. Placement avec analyse, placement sans analyse, limite des choses et pleine réalisation du propos. Les objets qui purifient la conduite sont au nombre de 5. Hein, par rapport à quoi? Aux 5 perturbations mentales. L'attachement, l'aversion, l'orgueil, la confusion mentale, l'ignorance, si vous voulez, et la prolifération des pensées. Hein, les MOOC. Ça, c'est le deuxième. Donc. Le troisième, ce sont les objets de compétence ou de compréhension, ou objets des sages, Kepe-Mikpa, qui sont au nombre de 5. Et on va les voir. Ça correspond donc, c'est les 5 agrégats, les 18 constituants, les 12 bases de connaissances, les 12 facteurs de la production interdépendante et le possible et l'impossible. OK. Ça, c'est les objets ils sont au nombre de 5. Et les quatrièmes, les objets qui purifient les perturbations, qui sont 2. Hein, les deux, l'un, c'est comparer la grossièreté des états inférieurs et la subtilité des états supérieurs, premier. Et le deuxième, les 16 aspects, les 16 caractéristiques des 4 nobles vérités. C'est bien clair tout ça, ce plan, ces objets? Vous les avez? Ouais. Bon, je vais non, faut que je reprenne encore? Donc le premier, les objets universels. C'est les objets ou images mentales soumis à une analyse, les objets ou images mentales non soumis à une analyse, la limite des choses et la pleine réalisation du propos. Ça, c'est les premiers, les objets universels. Ouais, alors, les limites des choses et les buts à atteindre. Ouais. Alors, je ne sais pas si je peux... Donc la limite des choses, en fait, les choses, c'est-à-dire Tsongkhapa, lui, dans la traduction anglaise, les choses, c'est les existants, c'est tout ce qui existe. On pourrait dire même, lui, dit la limite de l'existence, ou la limite des choses, ou la limite des existants, aussi, on pourrait dire. C'est-à-dire tous les phénomènes qui existent, vu sous l'angle des 2 vérités ou des 4 vérités. Ou encore vu sous l'angle de ce qu'il faut éliminer et de ce qu'il faut adopter. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la limite des choses. On examine tous les phénomènes du point de vue des 2 vérités, du point de vue des 4 non-vérités, du point de vue de ce qu'il faut adopter, du point de vue de ce qu'il faut rejeter. Voilà. Donc la pleine réalisation du propos, ça c'est du point de vue donc de l'objet, de l'objectif que l'on veut réaliser. Oui. Ouais, objectif. Donc là c'est un peu technique encore, c'est examiner les phénomènes par rapport aux 2 vérités, encore, surtout, par rapport c'est-à-dire à leur incité, c'est-à-dire leur réalité, ou par rapport à leur multiplicité. Vous savez qu'un Bouddha a la capacité, seul un Bouddha a la capacité de percevoir tous les phénomènes dans leur réalité et dans leur multiplicité. Nous, on ne peut pas. Nous, on est soit canal A ou canal B. Hein. Si vous êtes canal A, vous n'êtes pas canal B. Le Bouddha, il est les 2 en même temps. Hein. C'est-à-dire, soit vous voyez le conventionnel, vous voyez la conventionnalité des phénomènes, comme là, tout ce qui se passe. Voilà. On est dans la multiplicité des choses, il y a plein de choses. Soit vous êtes dans l'incité des choses, c'est-à-dire ainsi, telles qu'elles sont. Quand vous réalisez la vacuité, au moment où vous êtes en absorption méditative, vous ne voyez plus le conventionnel. Il disparaît. Hein? Qu'est-ce qui apparaît? La vacuité. Il n'y a que la vacuité. Il n'y a rien d'autre.
vous êtes canal B à ce moment-là. Après, il va falloir revenir au canal A. Mais pour revenir au canal A, vous allez sortir de la vacuité. Vous allez émerger de la vacuité pour revenir au canal. Un Bouddha, non. Voilà. Donc, la pleine réalisation du propos, c'est ça, c'est-à-dire voir les phénomènes, analyser les phénomènes par rapport à leur incité, c'est-à-dire tels qu'ils sont, tels qu'ils existent, ou dans leur multiplicité, c'est-à-dire tous autant qu'ils sont. Voilà. Est-ce que c'est avec analyse ou sans analyse? Sans analyse, c'est l'obtention du calme mental, et avec analyse, c'est la vision supérieure. Voilà, pour ces trucs-là. Avec analyse, c'est la vue supérieure que vous réalisez, et vous atteignez la vue supérieure, et sans analyse, vous atteignez le calme mental. Donc, c'est les objets. Ouais. Pour reparler un peu des objets, comment on les a appelés, les deuxièmes, là, comment on les appelle? J'ai oublié les termes. Les objets qui purifient la conduite. Ou désaccoutumants, ouais, c'est pas mal ça. Les objets qui vous déshabituent. Parce qu'en fait, ce sont des habitudes. On a pris l'habitude des perturbations mentales, si bien qu'on les a cultivées par habitude depuis des vies passées, des vies sans commencement. Et donc, les 5 objets qui purifient la conduite là, ne vont pas permettre de les éradiquer définitivement. Hein. C'est bien ce qu'on a vu. Hein. C'est pas possible avec ça. On a une telle habitude de ça. Donc, ce sont plutôt des antidotes spécifiques qu'on peut utiliser pour s'opposer à une conduite, un comportement qui est infecté ou affecté par les perturbations mentales, par certaines perturbations mentales. Donc, il va y avoir 5 perturbations mentales et 5 antidotes. Hein. Contre l'attachement, on va méditer sur la laideur, sur l'impermanence, sur l'aspect repoussant de cette chose-là. Pour l'aversion, on va méditer comme antidote, on va prendre la bienveillance, hein, ou développer la tolérance par rapport à cette personne, des qualités comme ça. Ensuite, pour l'orgueil, on va, comme antidote, pour contrer un peu l'orgueil, on va examiner tout ce qu'on ignore, tout ce qu'on ne sait pas faire. C'est-à-dire, quels sont les domaines de connaissances dans lesquels nous n'avons aucune expertise, ou nous n'y connaissons rien du tout. Et ça, par rapport à notre orgueil, ça le diminue. Et je me souviens, j'avais assisté une fois à un enseignement de Sa Sainteté le Dalai Lama, où il disait que pour lui, pour rabaisser son orgueil, il pensait aux interprètes pour les sourds et muets qui font des signes comme ça. Il disait, quand je vois ces gens faire des tas de signes comme ça, je me dis, mais comment ils font? C'est incroyable. Ils vont à toute allure et ils expriment un contenu, un message avec... Et il disait qu'il est très, très admiratif de ces interprètes et que lui, il ne savait pas faire ça. Il était incapable. Et donc, tout de suite, ça rabaissait son orgueil. Donc, on peut penser à quelque chose qu'on ne sait pas faire. Voilà, si vous me demandez un truc. Et donc, ça rabaisse l'orgueil. Voilà. Donc là, il y a de multiples domaines dans lesquels on n'est pas compétent. Hein, donc, il suffit de penser à ça. Alors, l'autre, c'est la Timuk, la confusion mentale. Contre la confusion mentale, c'est confusion mentale, l'ignorance, ouais. C'est de méditer de réfléchir, d'analyser la production interdépendante. C'est-à-dire les 12 liens. Hein. Comment les 12 liens reposent sur l'ignorance. Voilà. Et comment on peut éliminer l'ignorance, justement, en faisant le processus inverse des 12 liens. Donc c'est la production interdépendante qui amène plus de clarté, en fait, sur la manière dont on erre dans le cycle et la manière dont on se libère du cycle des existences. Processus, dans un sens ou à l'inverse. Et contre la prolifération des pensées, c'est la respiration, ouais, c'est le souffle. Donc voilà, tous ces objets là qu'on vient de voir permettent de contrecarrer efficacement ces perturbations, mais en réduisant leur force
surtout. Hein. Ça réduit leur force. Et ce qui fait que notre esprit, du coup, va être moins agité par ces perturbations mentales, puisqu'elles ont moins de force. Il y aura moins de pensées dans notre esprit, ou des pensées qui ont moins de force. Et ça va nous aider à pratiquer le calme mental. Donc ces objets, on les a appelés, donc on peut les appeler aussi des objets désaccoutumants, hein, ou des objets qui purifient notre comportement. Hein. Donc ils sont conseillés donc au début de l'entraînement, comme on a fait ce matin, par exemple. Au début de l'entraînement à chiner, par exemple, vous observez quelles sont encore les perturbations mentales qui vous agitent, tout ça. Et vous faites ça. Vous essayez de les réduire, de les affaiblir. Donc, ce qu'il faut commencer, donc, c'est le pratiquant, donc, le méditant doit commencer par identifier ces facteurs perturbateurs prédominants parmi les 5 principaux là, qu'on a cités. Attachement, aversion, ignorance, orgueil et... L'autre, c'était quoi ? Les proliférations des pensées, voilà, ou la distraction en fait, hein. Prolifération des pensées. Et je me souviens d'un enseignement de Geshe Tashi où il disait que pour lui, il parlait de lui, il disait que c'était ça en fait. La plus grande distraction, c'était pas d'aller à droite à gauche ou de faire des activités, mais c'était dans notre esprit de voir cette prolifération de pensées qui sans arrêt, qui nous raconte plein d'histoires, quoi. Et donc ça, c'est vraiment une grosse distraction, quoi, qui empêche de réaliser Shiné. Et ça va, surtout dans les premiers stades, quand on médite sur Shiné, on en parlera, hein, là, c'est surtout ça qu'on remarque, cette prolifération des pensées. Non pas parce qu'il y en a plus, mais parce qu'on les observe. On les voit une fois. Voilà. Donc ensuite, le troisième, comment on les appelait ? Les objets de... Oui, les compétences, oui. Les objets de compréhension. C'est les objets qu'il faut comprendre, ouais, en fait. Donc, ces objets de compréhension, en fait, vont nous permettre... Pourquoi on les appelle, en fait, les objets d'expertise ou les objets des sages ? C'est parce qu'en fait, ils vont nous permettre de comprendre, de réaliser, éventuellement, que l'individu... Hein, le moi, l'individu, n'existe qu'en dépendance de ça. Hein, d'accord ? Donc c'est ça les 5 catégories, hein, dont on va parler là. Les 5 catégories des... Voilà, c'est... la première, c'est les agrégats. Hein. Donc dans un premier temps, il y a ces 5 aspects qui vont nous aider pour réaliser la nature véritable du moi, de l'individu. Donc, les comprendre, hein, ça va nous amener à voir, à réaliser que l'individu, que le je, l'individu, le moi de l'individu, ce qu'on prend pour un individu, en fait, n'existe pas indépendamment d'eux. Donc, ça aboutit à quoi ? À la compréhension du non-soi. Du non-soi de l'individu. On est dans le non-soi de l'individu. Donc le premier, c'est les agrégats. Donc on va commencer par pénétrer la nature de chacun des agrégats. Les agrégats, vous connaissez tous, non ? Peut-être revoir les agrégats ? Bon, si vous voulez. On va revoir les agrégats, alors. Oui. Oui ? Vous voulez qu'on revoie les agrégats. Donc, les 5 agrégats. C'est quoi le premier ? La forme. Et c'est quoi la forme, alors ? Quelle forme ? Oui, essentiellement, oui, mais pas que. Hein, pas que le corps. C'est la forme des choses. Hein, puisqu'on identifie... quelque chose, on met un soi à partir d'une forme. C'est en voyant une forme de quelque chose, vous êtes d'accord, qu'on va croire qu'elle existe vraiment. Okay.
C'est-à-dire, vous savez que quand on médite sur le non-soi, on commence par chercher, on cherche un soi qui existerait sur sa base d'imputation. Donc cette base d'imputation, c'est à partir de ça qu'on va imaginer, on va dire, un individu. Et cette imagination, elle est complètement erronée. Elle n'existe pas. L'individu, on impute, c'est ce qu'on dit, on utilise beaucoup ce terme, on impute un je, un moi, un individu sur une base. Et cette base, pour l'individu, elle est constituée par les 5 agrégats. Donc le premier, c'est l'agrégat de la forme. Donc sur la base d'un corps, on va percevoir un soi, et en général, pour nous, ce soi, il est permanent. Il est autonome, il est indépendant, et voilà. Et il nous apparaît comme un sujet qui perçoit les choses. Je me prends pour un sujet qui perçoit les choses. Okay. Pourquoi ? Parce que j'ai une forme. Et il voit des formes, et sur toutes ces formes, il met un jeu, il met une identité, il met une réalité. Ça commence comme ça, l'histoire. Donc, et ce jeu, il se prend pour un jeu autonome qui fait l'expérience des choses qu'il voit, qui existent aussi de manière autonome. Donc tout ça, c'est la forme. Ensuite, vous avez le deuxième agrégat qui est... Donc tout ça, c'est le Sutra du cœur, je vous rappelle. Ce qu'on récite dans le Sutra du cœur pour dire, justement, pour montrer dans le Sutra du cœur que ça n'existe pas, tout ça. Qu'elles n'ont pas d'existence en soi. Donc le deuxième, c'est quoi ? La sensation. Donc à partir d'une sensation... Il y a combien de types de sensations ? 3. Oui, sensations agréables, désagréables ou neutres. Okay. Donc à partir de ces 3 sensations, voilà, d'une de ces 3 sensations apparaît la perception d'un soi qui existerait indépendamment. Dès qu'on a cette sensation d'exister, dès qu'on a une sensation, on a l'impression d'exister. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ensuite, le troisième, c'est l'identification. Ouais, ou discrimination. Moi, j'aime bien identification. On s'identifie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. À partir du moment où on voit des choses, eh bien, on leur met des noms. On les identifie. On les attribue. Voilà. Moi, je m'identifie toujours au nom que je porte. Si quelqu'un m'a dit que vous êtes dans une assemblée, vous êtes dans un groupe comme ça, et puis quelqu'un vous interroge en disant « Jordan !» Il y a quelque chose à laquelle, ce nom-là, on va s'identifier tout de suite. Ça peut nous mettre dans un état de panique ou au contraire de confiance en soi, je ne sais pas, ça va dépendre des gens. Mais elle est très forte, cette identification au nom. Dès qu'on dit votre nom, dès qu'il suffit, tout de suite, ça évoque pour vous un soi indépendant, un soi autonome, un soi permanent, qui est complètement erroné. Donc voilà, c'est ça qu'on utilise comme méditation, quand on médite sur les 5 agrégats. Donc l'identification qui donne un nom à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on entend, on entend parler, à tout ce qu'on pense aussi, à tout ce qu'on pense, à tout ce qu'on... Avec tous nos sens, avec tous nos sens. C'est pour ça qu'on va relier après ça les bases sensorielles à tout ça. Et donc ça suscite donc une perception erronée qu'il y a un individu qui existe tel qu'il nous apparaît. Et nous-mêmes, c'est-à-dire qui nommons les choses, en fait. Ensuite, c'est le 4e agrégat, l'agrégat des formations évolutionnelles, formations composées. Qu'est-ce qu'il y a encore comme terme ? On l'a traduit de plein de façons.
Shadrach, tu as des termes, tu as d'autres termes pour ça? Formation volitionnelle, formation composée, je ne sais plus, il y en a d'autres, hein, il y a plein. Facteur composé, ouais, je crois qu'on dit ça aussi. Formation, facteur composé, ouais. C'est Duce en tibétain. Duce, les formations volitionnelles. Pourquoi volitionnelles? Parce que c'est sous l'impulsion de la volition, en fait, que ça fonctionne. Hein. Sous l'impulsion de la volition, donc, qu'est-ce qui se passe sous l'impulsion de la volition? Eh bien, on a toutes sortes de facteurs mentaux qui apparaissent dans notre esprit, poussés par la volition. Comme, si ça va dans le sens du dharma, ça sera par exemple la foi, l'aspiration, tous les facteurs mentaux qu'on va étudier dans le Lorigle. On commence à les voir là-dedans. Hein. C'est tous les facteurs mentaux en fait, qui apparaissent. Donc certains vont dans le sens du dharma, hein, comme la foi, la conviction, l'aspiration. Et d'autres, c'est des facteurs mentaux plutôt négatifs, comme l'attachement, l'aversion, l'ignorance. Hein. C'est ça qu'on appelle les formations volitionnelles, parce que la volition fait apparaître des facteurs mentaux dans notre esprit. Volition, la volonté. Ouais, c'est plus. Ouais. Comment? Ouais. L'esprit se dirige vers. C'est ça. On dirige. Il y a un facteur mental qui dirige l'esprit vers quelque chose. C'est ça, oui. Donc, à partir de ce moment-là, tous ces facteurs mentaux sont dirigés vers un soi aussi, qu'on considère comme permanent et indépendant. Et qui. Ouais. Quand il y a attachement à quelque chose ou quand il y a colère, en même temps, bien sûr, il y a le je qui apparaît, il y a le moi qui apparaît. Hein. Il y a le moi qui apparaît. Et le dernier, c'est l'agrégat de la conscience. Hein. Namche en tibétain. Donc cette conscience, alors que cette conscience est simplement un phénomène, hein, un simple phénomène, elle nous envoie, la conscience nous envoie une perception erronée qu'il existe un soi permanent, indépendant, qui fait l'expérience de tous les objets de connaissance. Hein. Et toutes nos consciences sensorielles, mentales, toutes les consciences, en fait, qui rentrent dans... On dit l'agrégat de la conscience, il faudrait dire l'agrégat des consciences, hein, parce qu'il y en a plein de consciences. Les consciences des cinq sens, et puis la conscience mentale. Et enfin, bon, il y en a 6, si on veut mais qui peuvent se diviser aussi. Donc toutes les consciences qui ont lieu dans notre esprit, en fait, tant qu'on est sous l'ignorance, en fait, nous font expérimenter un objet en lui attribuant une existence véritable. Donc voilà les 5, très intéressants, les 5 agrégats. Je pense que ça mérite vraiment un enseignement à part, parce qu'il y a... Et on peut... les auditeurs réalisent le non-soi de l'individu, les Shravaka, hein, en se concentrant sur les agrégats. Hein. Non seulement sur les agrégats, mais aussi... qu'est-ce qu'il y avait aussi? On a parlé aussi des 12 sources de perception, ou des 12 bases de perception. Donc ça aussi... en fait, le Bouddha a donné ces catégories pour permettre à ses disciples d'appréhender le non-soi de l'individu. Donc, pour certains, il a enseigné les 5 agrégats, pour d'autres, il a enseigné les 12 sources, et pour d'autres encore, il a encore augmenté ça en enseignant les 18 constituants. Donc 5, 12, 18, pour permettre de bien appréhender l'absence de réalité du soi. Donc 12 sources de... Donc, les termes varient pour ça. Donc le terme qu'on utilise, le terme tibétain, c'est kyeche. Kyeche, on l'a traduit par source de perception, base de connaissance, sphère de connaissance. Source, moi j'aime bien. Source de perception, vous allez voir aussi. Des trucs comme ça. Donc ces 12 sources de perception ou de connaissance, ça recouvre tous les phénomènes permanents et impermanents. Okay. Alors,
Ça se compose de... Donc là, on parle des 12, là. Hein. Donc les 12, on les divise en deux. C'est ça, comme ça. Il y a 6 sources internes et 6 sources externes. Hein. Donc les 6 sources internes, ça va être la source de l'œil, la source de l'oreille, la source du nez, la source de la langue, la source du corps, ou physique, ou du toucher, si vous voulez, et la source du mental. Ça fait 6. Ça, c'est ce qu'on appelle les 6 sources internes. Les Nangikyeche, les sources internes. Et après, il y a les 6 sources externes, les Chi-Kyeche. Et bien là, c'est... Bon, l'œil permet de voir quoi? Des formes. Hein. L'oreille permet d'entendre quoi? Des sons. Le nez permet de sentir quoi? Des odeurs. La langue de goûter quoi? Des goûts, etc. Donc, c'est l'externe. Hein. Donc, voilà. Donc, ce sera les sources des formes, des sons, des odeurs, des goûts, des touchés et des phénomènes mentaux. Sutra du cœur. Hein. On retrouve tout ça dans le Sutra du cœur, qui est abrégé parfois, mais... Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les 12 sources de perception, ou 12 bases de connaissances. Ensuite, le dernier, c'était méditer sur les 18 éléments. Les 18 éléments, mais c'est pareil, ça aussi, c'est une manière aussi de recouvrir l'intégralité des phénomènes permanents et impermanents. Donc c'est pareil. Donc c'est divisé. Donc 18, ça se divise bien par 3, ça fait 6. 3 fois 6. Donc 3, 6, vous avez 6 objets en tant que base. Les objets en tant que base, c'est la forme, les sons, les odeurs, les saveurs, les touchés et les phénomènes mentaux. Ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, c'est les 6 facultés sensorielles qui agissent en tant que support, hein, c'est-à-dire l'œil, l'élément, on l'appelle élément, hein, ouais. L'élément de l'œil, l'élément de l'oreille, l'élément du nez, l'élément de la langue, l'élément du corps, l'élément de l'esprit ou l'élément du mental. Et oui. Ça fait 6. Hein. Donc ça, c'est les 6 facultés sensorielles. Donc vous avez les 6 bases, les 6 facultés sensorielles, et le dernier, c'est les 6 consciences qui s'appuient sur ces supports, que sont l'œil, par exemple. Donc, quel est le support quelle est la conscience qui s'appuie sur l'œil? C'est la conscience visuelle. Quelle est la conscience qui s'appuie sur l'oreille? C'est la conscience auditive. Sur le nez, la conscience olfactive. La conscience gustative, etc. La conscience tactile et la conscience mentale. Tout ça, ce sont des catégories. Donc, Geshe-la m'a demandé qu'on les revoie ensemble pour que ça soit bien clair. Donc, ça fait partie donc, les agrégats, on a vu les éléments, on a vu les sources. Troisième, et la production interdépendante aussi. Il faut méditer sur la production interdépendante, ça permet de voir justement, d'éliminer l'ignorance. Les 12 liens, ce qu'on appelle les 12 liens interdépendants. Donc, on ne va pas les revoir maintenant. Hein. À travers eux, on va réaliser donc la vacuité. Hein. Et une fois qu'on arrive à cette compréhension, on se concentre là-dessus. C'est pour ça que ces objets sont des objets d'analyse, mais après on lâche l'analyse et on reste concentré dessus. Donc, pour comprendre, ils vont nous servir à quoi, ces objets? À comprendre l'impermanence, à comprendre la souffrance, hein, les 12 liens interdépendants. On tourne dans le samsara, hein, à cause de l'ignorance, projeté par le karma, tout ça, et les facteurs introducteurs, vous savez, on a vu tout ça. L'appréhension, la soif, la saisie. Et le dernier point, dernier objet, c'était le possible et l'impossible. En fait, ça revient à méditer sur la causalité, sur le karma. Je l'ai dit d'une manière pas complètement subtile, mais un peu subtile quand même, que d'habitude. C'est-à-dire, c'est déterminer, en fait, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est impossible. Par exemple, le possible, ou l'impossible, plutôt. L'impossible, c'est que
d'une action vertueuse apparaisse de la souffrance, hein, ou que d'une action non vertueuse apparaisse du bonheur. C'est impossible. Hein. D'une action vertueuse va forcément apparaître du bonheur, et d'une action non vertueuse va forcément engendrer de la souffrance. Hein. En gros, c'est ça. C'est ce mécanisme de causalité qui n'est pas évident à voir, hein, quand même. C'est pour ça que c'est un peu plus subtil. Voir que les actes vertueux amènent du bonheur, ok, on peut dire oui, ok, j'y crois, je suis d'accord. Est-ce qu'on le voit dans cette vie? Peut-être. Dans certains cas, en analysant de manière un peu précise, on peut le voir, mais pas toujours. On peut avoir l'impression que certains actes négatifs nous amènent du bonheur. En volant, on va devenir riche. Par exemple. Hein? Dans cette vie, oui. Parce qu'on se limite à une seule vie. On voit la causalité que dans une vie. Et il n'y a pas un rapport de causalité, justement, entre le fait de voler et le fait de devenir riche. Si on devient riche, c'est parce qu'on a été généreux. Ouais. Alors, le micro... Est-ce que dans... Je ne sais pas. Attends, c'est pas la peine. Je ne sais pas. Est-ce que dans l'impossible, il y a les inexistants, les non-existants? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Je ne pourrais pas dire. Dans l'impossible. Non, je pense pas. Mais à vérifier. Bon, où est-ce qu'on en était dans ces histoires? Donc, on a vu donc, les 5 objets des sages. On a vu ça, les 5 objets. Oui. Attends, prends le micro, s'il te plaît. Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut dire que les 10 non-vertus nous aident à voir le possible et l'impossible? Les 10 vertus ou les 10 non-vertus, oui. Oui, bien sûr. Oui, oui. Tu sais qui explique... Les 10 actes vertueux ou les 10 actes non-vertueux, tu veux dire? 10 non-virtuous thoughts. Oui. Bah, tu sais, les 10 actions qui explique toutes les actions non-vertueuses du corps, de la parole, de l'esprit et ses conséquences. Ah oui, complètement. Oui. Ouais. Complètement, oui. Bien sûr. C'est lié à ça. Le dernier, c'était les objets purificateurs, donc les objets qui... Comment on appelle ça? Qui purifient les perturbations. Alors là, c'était un peu... Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne par comparaison, en fait. Hein, ça. On compare la grossièreté des états inférieurs par rapport à la subtilité des états supérieurs auxquels amène la quiétude. Le quiétude, pardon, c'est moi qui traduis comme ça. Le calme mental. Donc, c'est des états où les aspects grossiers des mondes inférieurs ont disparu. Donc, je l'ai dit, c'était une voie mondaine, ça, hein, le premier. Hein. Les objets qui purifient les perturbations. Donc, premier, c'est ça. Donc, c'est une voie mondaine. Et ici, le terme mondain n'est pas à prendre dans son acceptation habituelle. Quand on parle de voie mondaine habituellement, ça veut dire que l'on est dans une voie où on n'a pas encore réalisé la vacuité. Et une voie supramondaine, c'est une voie où on a réalisé la vacuité. Mais ici, apparemment, état grossier et état moins grossier, ça fait référence donc au monde du désir. Le grossier, ça serait le monde du désir, et plus subtil, ou non grossier, ça serait le monde de la forme et du sans-forme. Donc le pratiquant va utiliser sa concentration, en fait, pour comparer ces deux états. Et ça va lui donner la motivation de se débarrasser des aspects grossiers, des perturbations manifestes, hein, mais qui ne seront pas encore éliminées. Hein. Et c'est comme ça qu'il va passer d'une absorption à une autre, en comparant tous ces états. Oui. Je me demandais
comment on fait pour partir dans les mondes de la forme et du sans-forme? Enfin, comment on sait qu'on voyage, quoi? Tu prends un billet sur Internet. Tu te concentres, tu pratiques Shiné, en gros. La méditation du calme mental te permet ça, de voyager d'un endroit à un autre, comme tu dis, d'un monde à un autre, et de franchir comme ça des différents niveaux d'absorption méditative jusqu'à la cime du samsara, jusqu'au niveau le plus élevé du samsara, mais où tu restes quand même dans le samsara si tu n'as qu'une motivation d'atteindre des niveaux supérieurs. Donc du coup, le critère, ça serait l'intensité, je le dis comme ça, de l'absorption. La nature de l'absorption. La durée, la nature et l'intensité de l'absorption méditative. Et les perturbations mentales que tu élimines au fur et à mesure. Ou que tu élimines, peut-être pas le terme, que tu... Temporairement. Qui se manifeste ou qui se manifeste pas. Voilà, c'est ça. Mais qui ne dure pas. Mais tu n'as pas éliminé les graines, parce que si tu avais éliminé les graines, en réalisant la vacuité, tu élimines les graines. Donc si tu n'as pas réalisé la vacuité directement, tu n'as pas éliminé les graines. Donc tu restes dans le samsara. Okay. Et ces perturbations mentales, elles ne se manifestent pas parce que ton calme mental, il est très fort, donc tu les empêches finalement de se manifester. Une telle concentration. Mais elles sont encore là, parce que tu ne les as pas éliminées, parce que tu n'as pas réalisé la vacuité. D'où l'intérêt de réaliser la vacuité. Et de ce que disait Geshe-la, nous avons déjà obtenu des états de méditation profonds et tout ça, et de calme mental, peut-être dans les mondes. Mais on en est toujours là. On est toujours lié au samsara, et un prisonnier du samsara, parce qu'on n'a pas réalisé la vacuité. Si on avait réalisé la vacuité, on ne serait pas prisonnier du samsara. Et voilà, ces méditations, donc on a pu les faire dans des vies antérieures. Donc c'est pour ça qu'après, suivant les habitudes, la force de l'habitude que l'on a développée dans des vies antérieures, on va avoir certains types de facilités, par exemple, pour méditer sur Shiné ou méditer sur l'Aktong. Ce qui va permettre peut-être à certains pratiquants d'avoir, qu'ils ont plus de facilité pour méditer sur l'Aktong, de commencer par l'Aktong au lieu de commencer par Shiné. C'est ce qu'ils sont capables. En général, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on suit un ordre progressif, on fait d'abord Shiné, puis quand on a une œuvre, on passe à l'Aktong, et après on fait l'union des deux. Et on réalise la vacuité. Mais ça peut se passer différemment pour des personnes qui ont des prédispositions à certaines pratiques, parce qu'elles les ont pratiquées dans des vies antérieures. Qu'est-ce qu'il y a dit ? Donc, ces objets purificateurs permettent de purifier les facteurs de perturbation au niveau subtil et au niveau grossier. Voilà. Christian ? Oui. Ouais. Xavier. Et juste, c'est pas une question piège, mais je me suis cassé la tête là-dessus. C'est dans le traité du milieu de Nagarjuna, dans l'analyse du mouvement. Ouais. Alors il dit, tout d'abord, le mouvement accompli n'est pas accompli, le mouvement inaccompli ne l'est pas non plus. Hormis le mouvement accompli ou inaccompli, un mouvement actuel n'est pas connu. Un mouvement quoi ? Actuel n'est pas connu. Actuel ? Oui, et alors ? Et alors, je me suis cassé la tête, mais dis donc, pour comprendre ce qu'il veut dire, là, c'est... Ouais. Peut-être, je pense qu'on va en parler de ça, mais plus dans la vision pénétrante, tu vois, dans l'Aktong. Ça va toucher plus à ce moment-là. Alors, oui. Nagarjuna, et on utilisera plus les raisonnements de Nagarjuna, justement les 4 points comme ça, dans l'Aktong. Est-ce que je voulais dire quelque chose que j'ai oublié ? L'Aktong, oui, quand je dis l'Aktong, c'est la vision supérieure. L'Aktong. Tong veut dire vision et Lak veut dire supérieur, quelque chose comme ça. On dit l'Aktong, oui. L'Aktong, vision supérieure. Je vais vérifier. Est-ce qu'il y a des choses dont je n'ai pas parlé qui...
Les 16 caractéristiques. Là, par cœur, je ne peux pas. Ouais, je suppose qu'on va les voir. On ne les a pas vus dans... Ouais, ça va vraiment nous emmener loin, parce que après vous allez me demander, vous donnez la liste, j'y arriverai. Mais, après vous allez me dire, mais pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça? Et là, non, on va pas faire ça maintenant. Un petit rappel des 3 mondes. Les 3 mondes, monde du désir, monde de la forme et monde du sans forme, qui appartiennent au samsara. Ça, c'est très important, hein, bien sûr, puisqu'il faut bien... Mais comment on pourrait les... Il en a parlé des 16... La visualisation. Non, de la réflexion. Donc, en fait, juste pour terminer sur Shiné, hein, donc on se concentre sur un objet, donc voilà, ça j'ai vu. Donc on va progresser à travers ces 9 stades et on va ainsi donc surmonter les 5 obstacles. Hein. Alors je vais faire un petit truc pour les 5 obstacles. Je ne sais pas si on peut le voir sur l'écran. Non, mais ça c'était avant. Je ne maîtrise pas encore ce truc-là, mais bon. Voilà. C'est bon? Sur l'écran, Tsanka? Ah oui, d'accord. Il faut que je le partage sur le Zoom. Ok. Non, attends, 2 minutes. Il faut que je trouve le... Ouais. Voilà. C'est bon? Non. C'est bon? Alors, je vais commencer par une citation d'Atisha qui dit que tant que les facteurs pour le calme mental ou le calme restent faibles, même une méditation assidue d'un millier d'années ne permettra pas de maîtriser l'absorption. Donc, ça veut dire que pour Shiné, hein, le point vraiment important, c'est d'avoir les conditions favorables, des conditions propices, aussi bien externes qu'internes. Donc, au niveau, quelles sont les conditions propices à réunir? Vous avez vu, il y a les 6 points. Donc, je fais un petit résumé de ce qu'on a vu. Hein. Un lieu où il est facile de s'approvisionner, où on est en sécurité, qui est salubre, aussi bien au niveau de la terre que de l'eau que de l'air, où on a des compagnons de pratique qui partagent le même intérêt que nous, où c'est pas trop bruyant, de jour comme de nuit. Et c'est un lieu qui était béni par des maîtres qui ont pratiqué. Ça, c'était le premier point, la première condition. Le deuxième, c'était par rapport au lieu. C'est d'avoir peu de désir. C'est-à-dire de contrer notre tendance habituelle à vouloir l'abondance et la qualité des choses. Hein. Surtout nous, occidentaux, on a enfin, pas que... Peu de désir. Vivre dans le contentement, en étant satisfait de ce que l'on a. En plus, se détourner de la multiplicité des activités, même vertueuses. Hein, quand on pratique Shiné, même si c'est vertueux, c'est pas... Par exemple, comme pratiquer la médecine ou l'astrologie, qui font partie, bien sûr, des sciences tibétaines. Ensuite, maintenir une éthique pure, et ça, c'est le fondement essentiel. Sinon, l'esprit ne pourra jamais se stabiliser. D'où le respect de ses vœux et tout ça, qui sont très importants. Ensuite, abandonner toutes les pensées de désir et autres qui vont susciter notre attachement. C'est-à-dire se détourner complètement, détourner nos pensées du bien de cette vie. Et l'importance de méditer sur la mort et sur l'impermanence pour Chine. Ça, c'est les conditions préalables. Hein. Et pour les erreurs, donc il va y avoir 8 applications pour éliminer 5 erreurs. C'est assez gros, oui. Comment? Vous l'envoyez? Oui, si vous voulez. Ouais. C'est pas... Vous ne l'avez pas dans vos notes?
C'est juste pour vous présenter. Je veux bien vous l'envoyer, hein, mais je n'avais pas prévu. J'ai fait ça un peu rapidement. Bon, contre la paresse, hein, on va utiliser 3 antidotes. Donc, il y a 8 applications pour 5 erreurs. Hein. Donc, les 5 erreurs sont à gauche et les applications sont à droite. Contre la paresse, on applique quoi? La foi, l'aspiration, l'enthousiasme, souplesse. Et la souplesse. OK. Contre l'oubli des instructions, on va appliquer la mémoire. Contre le relâchement et l'agitation, la vigilance. Contre la non-application des antidotes, on va appliquer les antidotes. Et contre l'application des antidotes, on ne va pas appliquer les antidotes. Ça, c'est à savoir, quand on pratique Shiné, ça fait partie justement de ces applications qu'il faut savoir appliquer au moment voulu. Donc c'est important de les connaître, hein, parce que ces erreurs, la paresse, on l'a. Hein. Même la paresse, comme on disait hier, la paresse d'avoir trop d'activités, c'est une forme de paresse, de se disperser dans toutes sortes d'activités. Donc qu'est-ce qui va nous contrecarrer ça? C'est ces 4 applications. Oublie les instructions, donc comme on l'a dit, ça ne veut pas dire simplement les instructions pour la pratique de Shiné, mais c'est perdre son objet, hein, quand on perd l'objet de concentration. Donc là, on va raviver la mémoire. Et là, les deux principaux écueils, c'est le relâchement et l'agitation, ou la torpeur et l'agitation, on dit aussi. Et là, c'est la vigilance qui va nous permettre ça. Donc ça, c'est très important quand on pratique Shiné. Comme on l'avait dit, il y a des instructions avant de pratiquer Shiné, pendant qu'on pratique Shiné, et après avoir pratiqué Shiné. Donc, c'est la vigilance, c'est pendant. Après, pendant aussi, c'est que une espèce de mollesse pourrait nous inciter à ne pas appliquer les antidotes. Hein, parce qu'on est bien dans cette état. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que sous-jacent, il y a une espèce de torpeur qui va s'y mettre, ou une agitation subtile. Et si on ne fait pas attention, on ne va pas appliquer l'antidote. Mais quand on va atteindre un certain stade, par contre, il ne faudra plus appliquer les antidotes. Parce que si on applique les antidotes, ça va encore agiter l'esprit, subtilement. Donc là, il faut le détecter, et de savoir quand on a atteint cet état d'équilibre méditatif, d'équilibre parfaitement équilibré, c'est-à-dire pratiquement le stade juste avant Shiné, et là, on n'applique plus d'antidotes. Hein? Parce que si vous les appliquez, vous n'allez pas réaliser Shiné. Voilà, c'est un point assez subtil. Voilà, donc voilà les 8 applications pour remédier aux 5 erreurs. Bon, je pourrais vous l'envoyer si vous le voulez. Hein, mais voilà. Donc, voilà. OK, c'est bon? Bien, bon, écoutez, on va terminer par une petite dédicace de cette courte révision. Pour le bien donc de tous les êtres et notre obtention de l'éveil dans ce but-là, et uniquement.